L'actualité a fait redécouvrir un débat récurrent sur la valeur du travail. L'examen de la littérature met en évidence l'imbrication de trois questions logiquement distinctes. Le travail est-il une valeur ontologique comme source d'épanouissement individuel et de socialisation, ou n'est-il qu'un lieu d'exploitation et d'aliénation ? Le travail n'a-t-il d'existence sociale que s'il est rémunéré, ou doit-on l'associer à toute production de valeur d'usage ? La valeur d'échange de la force de travail est-elle celle d'une marchandise ordinaire ou reflète-t-elle un élément moral et historique qui lui donne une spécificité irréductible ? Le séminaire qui suit, qui a pour titre « Le travail, une valeur », a eu lieu en visioconférence le jeudi 13 janvier 2022. Il a pour point de départ un texte de Jacques Fraissinet, chercheur associé à l'IRES, qui sera publié prochainement sous la forme d'un document de travail de l'IRES. Ce texte est discuté par Jérôme Gauthier, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Une discussion passionnante, économique et philosophique sur le travail et sa valeur. Nous vous en souhaitons une très bonne écoute. Il y a cette idée que le travail est à la fois fondamental dans le développement, l'épanouissement de la personne et dans la découverte des liens de socialisation et de solidarité entre les travailleurs. Mais en même temps, pardon ce lapsus, mais simultanément, en économie capitaliste, le travail est le lieu de l'exploitation et le lieu de l'aliénation. Donc, pendant un siècle, disons, cette dialectique des deux facettes du travail en économie capitaliste va être dominante. Et je voudrais juste insister sur le fait que socialement, mis à part les intellectuels, elle est portée par les ouvriers de métier. Parce que les ouvriers de métier peuvent effectivement avoir conscience dans leur travail de leurs compétences, de leur autonomie, du rapport de force qui en résulte, et donc adhérer à cette conception optimiste du travail, optimiste et conflictuelle. La transformation du travail, pour eux, est complètement lié à un projet de transformation sociale, même d'ailleurs à la fin du siècle, lorsque se développent des formes dites réformistes du mouvement ouvrier. Alors, tout change, je pense, avec le tournant du taylorisme, de l'organisation dite scientifique du travail à l'échelle, etc. Et progressivement, mais je passe tout de suite au maximum de cette réorientation, se développe un discours au contraire extrêmement pessimiste sur le travail. Bon, je cite dans le texte Friedman, qui a été peut-être le premier d'un grand impact à ces thèses. Braverman est plus ou moins repris en France par Michel Fresnay, Rousselet et l'allergie au travail, De Jour, la souffrance au travail, Castel, des affiliations. Il y a dans les années 70-80 un discours extrêmement pessimiste qui se développe sur le travail et qui va engendrer, ou en tout cas qui va résonner avec les courants philosophiques. On cite souvent Hannah Arendt, à mon avis à contresens, mais peu importe. On cite aussi Alain Gors, on cite Dominique Méda, qui au fond ne voit de solution, de réponse à l'aliénation dans le travail que dans la sphère du hors-travail. Et cette opposition, n'est-ce pas, entre un travail aliénant, hétéronome, et puis la recherche d'une autonomie et d'un épanouissement dans le hors-travail, marque tout un courant de pensée contre lequel vont réagir d'autres auteurs. Je cite notamment les textes de Dominique Schnapper ou de Touraine, et puis surtout l'ouvrage, à mon avis, fondamental de Trentin, n'est-ce pas, qui montre quelle gravité a eu l'abandon par le mouvement ouvrier dans la plus grande partie du XXe siècle du thème du travail, parce que la transformation du travail était renvoyée à une société future et que dans l'immédiat, les travailleurs déqualifiés, exploités, aliénés, etc., ne pouvaient que défendre leurs intérêts matériels en attendant une société future, une transformation du travail.
Alors, je pense que de ce premier panorama sur la valeur ontologique du travail, on peut tirer trois enseignements. D'abord que la valeur ontologique accordée au travail n'est pas une espèce de phénomène permanent, inhérent, c'est un phénomène historique qui, mis à part quelques précédents, s'est installé très fortement qu'au XIXe siècle, à l'initiative du mouvement ouvrier, qui a été un peu mis à l'arrière-plan et puis qui réapparaît dans la période contemporaine à travers toute une série de phénomènes que l'on connaît bien. Donc, il faut historiciser une approche du travail comme valeur ontologique, non pas l'essentialiser. Il faut aussi admettre que ce n'est pas une valeur hégémonique, même si on a fait allusion à mon aliénation dans le travail. Intellectuellement, au moins, je suis conscient qu'il y a d'autres valeurs à chercher que dans le travail. Donc, le travail n'a pas à être considéré comme une valeur hégémonique, mais je pense qu'un travail décent, disons, est la condition de réalisation d'autres valeurs dans d'autres sphères de la vie humaine. Donc, ce n'est pas l'ignorer, si vous voulez, que de reconnaître les valeurs dans la vie familiale, amicale, amoureuse, culturelle ou autre. Et enfin, bien entendu, cette conception ontologique ne doit pas mettre des œillères et ignorer l'expérience négative, douloureuse, dégradante que nombre des travailleuses et des travailleurs peuvent avoir dans leurs activités de travail. Alors, deuxième étape, le travail comme valeur d'usage. Là, je m'attaque, si vous voulez, frontalement à une thèse soutenue notamment dans le livre fondateur de Dominique Méda, selon laquelle il est absurde, il est sans signification de parler du travail autrement que depuis sa découverte, disons par Adam Smith, puis les penseurs ultérieurs, et son association avec le travail salarié. Dominique Méda non seulement affirme cela dans son ouvrage fondateur, mais elle le répète dans le Que sais-je sur le travail qu'elle a publié bien plus tard. Et ça, c'est, je pense, une question assez centrale. La thèse étant qu'on ne peut pas appliquer un concept à des sociétés dont les acteurs ne l'utilisaient pas. Par le fait que ça conduit en gros à liquider dans les poubelles de la science toute l'anthropologie et l'ethnologie, qui consiste justement à créer des concepts que les sociétés n'utilisaient pas. C'est surtout un problème, si vous voulez, de pertinence de l'analyse. Toute une série d'auteurs se sont essayés, j'ai apporté ma contribution à construire une typologie des formes de travail. C'est pas seulement un problème descriptif, c'est mettre en évidence le fait que les différentes formes de travail, donc les différentes formes de production de valeur d'usage, sont étroitement et de multiples façons mises en relation. Elles sont tantôt complémentaires, tantôt concurrentes. Elles peuvent constituer des choix alternatifs pour les individus, pour les employeurs. Elles peuvent être des étapes successives dans des trajectoires. Et donc, il me paraît impossible d'avoir une analyse pertinente du travail salarié ou de l'emploi, c'est-à-dire du travail rémunéré, sans le mettre en relation avec les formes alternatives de travail et selon des combinaisons qui ont constamment changé dans l'histoire et selon les sociétés. J'ai donc fourni une rapide description des différentes formes autres que rémunérées, qu'il s'agisse du travail forcé, qu'il s'agisse du travail domestique, du travail bénévole. Et j'ai terminé cette deuxième étape en mentionnant des tentatives de réconciliation, de problématiques globales
pour l'analyse du travail, celle de juristes comme Alain Supiot ou celle des statisticiens du Bureau international du travail. Donc, l'innovation majeure, si vous voulez, a eu très peu d'écho. Pour la première fois, le BIT dit « je ne m'occupe pas seulement du salariat ni du travail rémunéré, je m'occupe du travail dans son ensemble ». Et j'ai réparé là une omission grave dont je me suis aperçu à la relecture. Il y a évidemment toute l'approche des historiens de la Global Labor History que j'ai mentionné brièvement alors qu'elle mériterait de se voir accorder beaucoup de place et donc je pense rendre justice dans la version définitive. Alors, dernière étape, 3 minutes qui me restent, l'approche par la valeur d'échange. On ne peut pas esquiver le débat sur la théorie de la valeur travail, bien que ce soit pour l'essentiel une autre question, hein, c'est la question de la valeur d'échange des marchandises. J'ai simplement rappelé le caractère extrêmement abstrait, n'est-ce pas, de cette problématique, les exigences très très fortes qui étaient énoncées par Marx pour que la théorie s'applique, de façon à montrer que lorsqu'on arrivait à ce qu'il considérait comme un apport majeur, c'est-à-dire la distinction entre la valeur créée par le travail et la valeur de la force de travail, on butait sur une difficulté majeure, c'est que la théorie de la valeur travail a les plus grandes difficultés à s'appliquer à la valeur de la force de travail. D'abord parce que la force de travail n'est pas produite comme une marchandise. Or, la valeur travail s'applique aux marchandises produites par des marchandises, comme dit Sraffa. Ensuite, parce que le problème de la qualité du travail n'a jamais trouvé de solution satisfaisante dans l'analyse marxiste et dans les travaux ultérieurs dans cette direction. Enfin, parce que Marx dit que la valeur de la force de travail a un élément historique et social dont on n'a jamais réussi à donner une traduction satisfaisante, sauf à traiter ce phénomène comme un phénomène exogène, auquel cas, évidemment, il n'y a plus de contestation, mais il n'y a plus de valeur explicative. Alors, par rapport à ce point de départ, encore une fois, il aurait été malhonnête d'ignorer, j'ai introduit 2 débats récents qui se situent dans le prolongement de la problématique de la valeur d'échange de la force de travail. D'une part, les thèses selon lesquelles la force de travail est en voie d'élimination de la sphère des valeurs d'échange. Donc, Jeremy Rifkin a été le premier auteur à mettre avec beaucoup de force et de provocation cette thèse en avant, mais elle a été encore reprise assez récemment par Bernard Stiegler avant son décès. Il a réaffirmé fortement, c'est-à-dire que, très brièvement, dans les conditions d'un capitalisme globalisé et financiarisé, la force de travail est éliminée de la production des marchandises, et donc le travail conserve son importance, mais il doit être transféré dans une sphère non marchande, et donc il n'a plus de valeur d'échange. Il est rémunéré par des transferts, par prélèvement sur la valeur créée dans le secteur marchand. Je pense que on ne peut pas ignorer cette thèse, même si plus de 20 ans après l'ouvrage de Jeremy Rifkin, on n'en voit pas d'illustration évidente. Le deuxième débat distinct, mais qui se situe dans la même perspective de la valeur d'échange de la force de travail, c'est celui soulevé par la redécouverte de la problématique du living wage, qui est né au XIXe siècle dans les pays anglo-saxons, qui avait été quasiment enterré et qui réapparaît maintenant, et à mon avis, comme la tentative la plus sérieuse de donner un contenu à l'élément historique et social de la valeur de la force de travail. Elle n'est plus traitée comme une valeur exogène, elle est considérée comme un produit social sur lequel, par des méthodes rigoureuses, on peut donner un contenu et donc le transformer en forme de valeur. Cette
sur ce dernier aspect que je vais terminer, je pense que dans la problématique du travail décent mise en avant par le BIT et formellement acceptée par tous, la question du salaire décent doit être posée. Et donc, cette approche par le living wage est une façon de donner un contenu concret à la notion de salaire décent et de remettre en débat l'idée d'un élément historique et social qui détermine la valeur d'échange de la force de travail. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jacques. Tu as dressé en quelques minutes un vaste panorama à la fois de l'histoire des idées, puis aussi l'histoire des débats, donc sur une très longue période et avec des débats récents qui nous animent encore, hein, sans compter la question de la pandémie et des modifications éventuelles qu'elle a pu traduire dans la valeur travail. Je vais passer immédiatement la parole à Jérôme Gauthier. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis très très heureux d'être ici à l'IRES pour commenter ce texte de Jacques. Je voudrais juste te dire aussi que la dernière fois que je suis venu ici pour commenter un texte, c'était pour commenter un texte de Michel Husson. Et voilà, donc je voudrais aussi commencer par lui rendre hommage avant de commenter ce texte de Jacques. Je voudrais d'abord commencer par dire que tout le bien que je pense du texte de Jacques, j'ai vraiment été impressionné. Je pense que c'est un sentiment assez partagé par tous ceux qui ont eu l'occasion de lire le texte et dans son intégralité. Donc je suis vraiment impressionné à la fois par l'ampleur, l'abondance des références, la clarté, la finesse et la rigueur de l'analyse qui sont vraiment, encore une fois, très 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 impressionnants. Alors, je vais pas en dire plus sur tous les compliments, mais mon commentaire a deux objectifs en fait, et va se dérouler en deux temps. D'une part, je voudrais apporter des éléments de discussion sur les différentes dimensions de la valeur qu'a distingué Jacques, la valeur ontologique, la valeur d'usage et la valeur d'échange. Et ensuite, tenter de m'interroger un peu sur l'articulation des trois dimensions, parce que cette question d'articulation, elle est esquissée, mais il y aurait peut-être plus de choses à dire si on pouvait en rajouter encore des choses par rapport aux choses qu'a dit Jacques, et c'est dans cette direction que je vais aller. Alors, juste sur la valeur ontologique du travail, donc qui intègre, on l'a vu, la valeur intrinsèque, au sens commun du terme, c'est-à-dire la valeur que les gens donnent à leur propre travail, indépendamment des valeurs extrinsèques, serait la valeur d'échange des produits de ce travail et de la valeur d'usage, des produits de ce travail et la valeur d'échange de ce travail, mais qui va plus loin en fait. La valeur ontologique, c'est le travail, comme l'a rappelé très bien Jacques, comme vecteur, voire condition de l'accomplissement personnel et de l'intégration sociale. Et là donc Jacques, il a rappelé dans son exposé, il distingue trois. Le terme de figure est pas très bon. Enfin, il y a deux figures du travail et puis il y a la sphère du hors-travail. Mais il y a trois choses différentes. Il y a la figure positive du travail, c'est-à-dire le travail comme accomplissement, justement, épanouissement personnel, création de liens sociaux, qui suppose la qualité du travail et donc des bonnes conditions de travail et d'emploi, mais qui suppose aussi le travail de qualité, le travail bien fait et utile. Et comme l'a dit Jacques, ça puisse incarner cette conception dans la conception qu'avaient eux-mêmes les professionnels, des ouvriers du métier, enfin les ouvriers de métier, et la conception qu'ils portaient. Et puis, il y a la figure négative du travail, liée à sa pénibilité, à l'exploitation, à l'aliénation, au sens fort de tous ces termes, dont la meilleure incarnation est le travail parcellisé de l'ouvrier taylorien et des critiques que l'on trouve aussi bien dans la traduction marxisme, et qu'on trouve aussi chez Durkheim, etc. Et puis, il y a la sphère du hors-travail, en fait. Donc, 1, 2, 3, c'est comme ça un peu que je vais casser, figure négative, figure positive du travail, 2, et 3, la figure du hors-travail. Ce que nous raconte aussi Jacques dans toute sa première partie, qui est vraiment très, très, encore une fois, très, très riche, c'est les tensions, il nous rappelle toutes les tensions et la dialectique entre ces trois figures, et aussi bien dans les représentations, dans les théories, dans les représentations, ou dans les représentations portées aussi par les acteurs sociaux, que dans les revendications. En fait, c'est-à-dire la figure positive du travail, ça a beaucoup été un idéal, mais 2, a été surtout la reconnaissance que la réalité, ça a plutôt été 2, en fait, c'est-à-dire la figure négative du travail.
Et du coup, la question, c'est est-ce que ce 2, c'est-à-dire la figure négative du travail, n'est qu'un mauvais moment à passer ou à dépasser, moment au sens historique du terme, hein, et ça, ce serait plutôt le premier George Friedman, plutôt optimiste. Il disait, ben oui, en attendant l'automatisation, on va passer par la parcellisation, la rationalisation taylorienne, etc. Je dirais que c'est un mauvais moment passé. Ou moment au sens dialectique du terme, et là, c'est plutôt la position de Touraine, c'est de dire, c'est pas simplement une succession historique de phases historiques, hein, même s'il y a ça chez Touraine, mais c'est une tension dialectique en fait entre le travail professionnel au départ, son moment négatif qui est le travail taylorien et son dépassement dialectique qui le travail à l'ère de l'automatisation, mais il y a toujours une tension et il y a toujours une coexistence possible de ces différentes figures. Mais dans les deux cas, en fait, hein, que l'on considère que c'est un moment historique ou un moment dialectique, je dirais, l'objectif, ça reste de repasser de 2 à 1, c'est-à-dire de repasser de la figure négative du travail à la figure positive du travail. Et puis, l'autre position, c'est de dire, ben non, la figure positive du travail, c'est un idéal inatteignable, au moins dans le cadre du système capitaliste, hein, ce que nous rappelle Jacques. Et si c'est le cas, l'émancipation et l'accomplissement ne peuvent venir, dans le cadre du travail, ne peut venir que de la réduction de l'emprise temporelle de ce travail, qui a pris, qui est incarné par ces figures négatives, au profit de l'extension de la sphère du hors-travail. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre la figure positive du travail dans le cadre du capitalisme, il faut sortir du travail et chercher l'émancipation, l'autonomie, etc., dans le hors-travail. Et ça, c'est l'option B. Alors, option A, option B, finalement, ce que nous dit Bruno Trentin, et je crois que donc Jacques accorde beaucoup de place et à juste titre, à mon avis, à la question des représentations syndicales et de leurs revendications et du mouvement social plus généralement, à travers la grille d'analyse de Bruno Trentin et Trentin, hein, qui est italien. Et ce que nous dit Trentin, c'est en gros, ils ont délaissé l'option A pour l'option B, en fait. C'est-à-dire, voilà, comme l'option A est pas possible, c'est pas dans le cadre du capitalisme qu'on y arrivera. Il n'y a pas de lendemain qui chante pour le travail, hors de lendemain qui chante dans le socialisme. Et tant qu'on est dans le capitalisme, eh bien, c'est l'option B qu'il faut privilégier, hein, pour des raisons idéologiques et politiques. Et ceci est particulièrement vrai dans le cas français, en fait. Hein, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ça s'est incarné très, très concrètement par la focalisation sur les compensations financières des mauvaises conditions de travail. Mais finalement, pas beaucoup de réflexion sur le travail lui-même ou de revendication sur le travail lui-même et sa qualité, mais plutôt tout ça est déporté en termes de revendication sur les compensations en termes de salaire, en termes de sécurité de travail, etc. Cette thématique est venue beaucoup plus récemment, hein, tu le rappelles, modestement à partir des années 70, puis des années 90, etc., dans les différents syndicats avec des nuances, mais elle se heurte quand même à la tradition historique française, une autre tradition historique française forte, qui est le monopole absolu que veulent garder les patrons sur l'organisation du travail. Et tu cites de façon très juste l'accord l'ANI, hein, l'accord national interprofessionnel de 2013, où dans son article 13, il est rappelé qu'il y a un oukase, hein, qui sonne vraiment comme un oukase, que l'organisation du travail est de la prérogative exclusive de l'employeur. Et donc, au lieu d'attaquer vraiment le problème de la qualité du travail, avec tout ce que ça impliquerait, de réflexion sur l'organisation du travail, eh bien, on se rabat sur la qualité de vie au travail, qui est une façon un peu de contourner, d'aborder les problèmes. Mais, et ça c'est ce qui peut-être n'est pas évoqué dans le papier, mais qui pourrait peut-être l'être, c'est que d'autres trajectoires sont possibles. C'est-à-dire que là, il me semble que la lecture de Trentin est très focalisée sur des réalités d'Europe du Sud, enfin, et notamment, ça marche pour la France, ça marche bien peut-être pour l'Italie, mais c'est vrai que dans les pays scandinaves, notamment, on a eu beaucoup d'autres, on a eu d'autres trajectoires et d'autres représentations, en fait.
Et là, je me permettrai, pour faire un peu de publicité personnelle, de renvoyer à des travaux qui ont été menés dans le cadre d'un contrat européen qui s'appelle Quinet sur la qualité de l'emploi et l'innovation, où justement avec des collègues, soit allemands et français, soit suédois pour le second article, on s'est intéressé justement à des questions qui sont vraiment en écho très fort avec ça. Et notamment, je ferai référence ici au deuxième article on a comparé la mise en œuvre du lean management en Suède et en France, dans un secteur pourtant est peut-être un des plus favorables à l'émergence de nouvelles formes de travail qualifié, etc., dans l'aéronautique. Et ce qu'on voit très bien, c'est que effectivement, cette question de la qualité de travail, des conditions de travail, de la qualité de travail et d'infléchir finalement des modes de production comme le lean se pose de façon très différente dans les deux pays. Pourtant, dans un secteur qui en France est très syndiqué, l'aéronautique, dans certaines usines d'Airbus, il y a jusqu'à 80% de syndiqués. Donc, c'est pas seulement. Mais il y a non seulement alors un problème de rapport de force quand même, parce que les syndicats sont divisés, etc. Mais il y a un problème aussi qu'on appelle de contre-discours hégémonique, c'est-à-dire que les syndicats suédois depuis les années 70 ont été capables de construire un discours contre-hégémonique sur le travail et l'organisation du travail, à travers toute la réflexion sur le système technique, socio-technical system, à partir des travaux de l'Institut Tavistock, etc. Et qu'ils ont été capables aussi de diffuser ce discours et de le promouvoir dans le débat public et auprès du patronat, en fait. Ce qui fait que quand le lean est arrivé, d'abord, donc, ils ont été dans des formes beaucoup moins tayloriennes que les travailleurs français, et que quand le lean est arrivé, ils ont pu infléchir aussi fortement la trajectoire du lean, alors que le lean en France est venu s'installer sur des traditions assez tayloriennes. Et ce qu'on voit, nous, dans le lean, même dans l'aéronautique, c'est que c'est quelque chose de très top-down, ce qu'on appelle un lean technocratique, et ça renvoie aussi à beaucoup d'autres travaux. Je renvoie aussi à Jean-Pierre Durand, par exemple, son dernier ouvrage où il montre bien que ça atteint tous les secteurs, etc. Alors, deuxième dimension de la valeur, c'est la valeur d'usage. Alors, quand on parle de la valeur d'usage du travail, il faut faire attention. C'est pas tant la valeur d'usage du travail, c'est le travail comme producteur de valeur d'usage des biens et services. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce qui finit par définir le travail. Le travail, c'est quoi ? C'est l'activité humaine qui produit de la valeur d'usage. Ce serait la définition la plus large que l'on pourrait donner. Et d'ailleurs, j'avoue, moi, je connais assez mal les rapports les travaux du BIT dont tu parles, où ils élargissent la conception du travail pour traiter de toutes les formes de travail et saisir, je cite, le monde du travail dans sa totalité. C'est exactement à cette définition qu'il se rattache, finalement. Toutes les activités effectuées par des personnes de tout sexe et de tout âge avant de produire des biens ou fournir des services destinés à la consommation par des tiers ou à leur consommation personnelle. Et donc, tout ce qui est producteur de valeur d'usage, c'est du travail. Et donc, le critère de est-ce que c'est sous forme salariée, est-ce que c'est sous une autre forme, etc., est moins pertinent. Tout ça, c'est du travail, et tu le rappelles aussi. Alors, mais ça pose quand même des questions théoriques. Et là, tu reconnaîtras le crypto néoclassique que je suis. Mais de dire, ben oui, mais il y a un apport théorique quand même assez important de Gary Becker, qui dit finalement, et qui a été un des premiers en économie à traiter du travail domestique, etc., il le traitait comme travail. Il dit oui, mais effectivement, l'homme, il passe son temps à créer de l'utilité. Bon, il y a très peu d'activités humaines qui ne créent pas d'utilité. Mais où faire la frontière entre non seulement travail domestique et travail marchand, etc., cette frontière est peu pertinente, mais même entre travail et loisir. Je prendrai juste un exemple très concret. Quand on écoute de la musique sur son canapé en mettant dans sa radio un CD, par exemple, des cantates de Bach. Voilà. Alors, on crée de l'utilité. On est en train de créer de l'utilité. Et c'est une activité pour Becker de même nature que si je vais au concert écouter une cantate de Bach qui est produite par une tierce personne, qui crée de l'utilité
pour autrui. Quand moi je suis sur mon canapé, je fais exactement la même chose, je crée la même utilité, sauf que je le fais avec une fonction de production plus intensive en capital et moins intensive en travail. C'est-à-dire que je me suis juste levé pour mettre le CD, je me suis rassis dans mon truc, et c'est le CD et la radio qui font tout. Quand je vais au concert, il y a quelqu'un qui fait du piano, etc. Mais je pourrais aussi moi-même jouer au piano la cantate de Bach, par exemple. Et donc là, ça serait un mode de production beaucoup plus intensif en travail, mais assez domestique. Donc on voit bien que finalement, où est le travail, où est le loisir, et tu vois, donc ça va encore plus loin que simplement cette frontière entre domestique et marchand. Alors, au-delà, donc tu as fait allusion, et donc je le remonte, à cette typologie que tu avais introduite déjà dans tes travaux précédents, qui est vraiment très, très intéressante, alors qui permet de distinguer travail salarié, travail autonome, travail forcé, et puis selon aussi le statut du produit travail, selon qu'il est marchand ou selon qu'il est non marchand. Et donc, on voit dans toutes les cases. Alors, il me semble que dans cette typologie, il manque quelque chose. Il me semble qu'il est absent de cette classification un travail qui est non salarié et qui ne relève pas de l'échange marchand, mais qui n'est pas pour autant à proprement parler domestique au sens où il n'est pas intrafamilial et qui n'est pas bénévole proprement parler et qui n'est pas forcé non plus à proprement parler et qui rentre dans le cadre d'un échange social et d'un don et d'un contre-don. Et cette forme de travail, qui ne rentre, me semble-t-il, dans aucune case, elle est assez répandue dans les sociétés que l'on pourrait qualifier de traditionnelles. C'est un peu, si on prend la corvée médiévale, en fait, dans sa conception initiale, c'est un peu ça, c'est un échange de services, protection contre travail non rémunéré, entre le paysan et son seigneur, mais aussi entre le vassal et son suzerain. Mais dans beaucoup de sociétés traditionnelles, je renvoie à Bourdieu aussi, il parle par exemple dans la société kabyle du Tiwizi, où les gens qui avaient du prestige, au moment des moissons, pouvaient mobiliser de façon gratuite des gens qui leur devaient des choses, etc. Mais c'est en contrepartie aussi de services qu'ils leur ont rendus, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est comme, et c'est pas seulement, c'est une figure aussi du travail qui est très importante au XIXe siècle et qui est la figure alternative à la conception libérale qui va donner lieu à la valeur marchande et qui est alternative aussi aux marxistes. C'est, je dirais, le volet droit de l'alternative, alors que le marxisme est le volet gauche. Et ça, je pense que l'auteur qui est là le plus mis le doigt là-dessus, c'est François Eval, dans son État-providence. Il y a un très beau chapitre sur Noblesse oblige, où il explique quelle est la conception fondamentale du paternalisme, du patronage. C'est de dire non, elle rejette complètement la notion de contrat, et en plus de contrat de travail, elle rejette complètement la conception d'échange marchand, salaire contre travail. Le travail est conçu comme restant encastré dans une logique sociale de don et de contre-don, fondée sur une relation personnelle, et non pas impersonnelle via un marché. Et au couple salaire-travail se substitue le couple subvention-service. Subvention au sens de subvenir aux besoins de nous. Et donc, on est dans plutôt la logique à chacun selon son besoin, mais le besoin déterminé par le patron. Et donc, et avec de dire, oui, c'est normal de payer plus quand vous avez des enfants, on vous offre le logement, etc. Bon. Donc, on est dans une logique d'un échange social où on reconnaît quand même qu'il y a de l'activité de travail, mais qui n'est pas du tout renvoyée à ni du travail salarié, ni du travail forcé, ni du travail bénévole, etc., qui est une autre figure, me semble-t-il, du travail. Alors, il y a aussi dans cette partie sur la valeur d'usage du travail, il y a toute la question du travail domestique, une question un peu classique. Alors, la question classique, c'est le problème du travail non rémunéré, de sa quantification et éventuellement de sa rémunération, mais il y a symétriquement aussi un point qui est peut-être moins abordé, c'est la question du non-travail rémunéré. Et je vais prendre un exemple très simple. Un emploi fictif, l'emploi fictif de Madame Fillon, en fait. L'emploi fictif de Madame Fillon. Alors, c'est intéressant parce qu'on dit, ouais, c'est du non-travail, c'était rémunéré, donc ça ne va pas du tout. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est plus compliqué que ça. Et là, je me référais à une sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Viviane Nazalizer, qui a beaucoup réfléchi sur échange social et échange économique et finalement qui nous aide à penser qu'est-ce que c'est que le travail. Et Viviane Nazalizer, elle part
de choses très concrètes, c'est-à-dire de procès qui ont été faits aux États-Unis par le fisc à certaines personnes, parce que le fisc disait, oui, non, mais attendez, cette activité contre laquelle vous avez eu une prestation monétaire, moi j'estime que c'est du travail et que ça relève de l'échange marchand, et que je dois accepter. Et les autres disent, ben non. Et elle prend notamment un exemple, elle dit, ben voilà, il y a un petit patron de PME qui a épousé sa secrétaire, et sa secrétaire continue à lui rendre des services, à accueillir aussi ses clients, à accueillir ses collègues, à leur faire manger quand ils viennent, etc. Bon, tout ce que faisait Fillon finalement pour son mari. Bon. Et lui, il lui donne comme argent de poche, en gros, ce qu'il lui donnait comme salaire, antérieurement. Et donc là, le fils dit, mais ben non, là, vous, c'est du contournement, etc. Bon. Et eux disent, ben non, ça n'a plus rien à voir, c'est dans le cadre de l'échange social, intrafamilial, etc. C'est plus du tout du travail, et donc c'est plus du tout un échange marchand. Et puis, il y a un autre exemple que je trouve assez amusant, mais qui fait aussi réfléchir. Là, alors, c'est un peu plus cocasse, a priori, c'est une prostituée à qui le fisc américain fait un procès parce que cette prostituée donc déclare tous ses revenus, sauf le revenu provenant d'une personne particulière, d'un homme particulier. Elle dit oui, mais et alors qu'il continue à lui donner de l'argent. Et la prostituée dit oui, mais nous, nos relations ont changé. Il y a du sentiment dans nos relations, etc. Je ne suis plus prestataire de service. Je suis passé du statut de prestataire de service à femme entretenue. Et donc, on n'est plus dans le champ, dans l'espace de l'échange économique et donc du travail notamment, mais on est dans le champ de l'échange social, de l'échange personnel, etc. Donc, ce n'est plus du travail, et donc ce n'est plus une rémunération, et donc ce n'est plus taxable. Et alors, qu'a décidé le fisc? Le fisc, il a décidé quand même de la taxer. Alors pourquoi? Parce qu'en plus, il en a pour son argent. C'était vraiment la chose à ne pas dire. Bon, mais on voit bien que dans ce qui va échapper, ben voilà, hein, les frontières sont très ténues, et on voit bien là que qu'est-ce qui est travail et qu'est-ce qui n'est pas travail, et qu'est-ce qui est doit être quantifié comme travail et taxable éventuellement si ça donne lieu aussi à un échange d'ordre économique. Donc on voit que les questions sont assez compliquées. Alors, sur la valeur d'échange, deux questions abordées ici, que tu as rappelées dans ton exposé. C'est le travail comme déterminant de la valeur d'échange du produit, hein, c'est la théorie des valeurs travail, et puis la valeur d'échange du travail lui-même. Et ça, c'est une question évidemment fondamentale quand on parle de la valeur du travail. Et tu rappelles bien, alors on sent que pour toi c'est un peu douloureux aussi, c'est-à-dire que finalement l'aporie de la théorie marxiste, c'est-à-dire les apories, la circularité de la théorie marxiste, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais autour notamment de la question du travail simple et du travail complexe, en fait la théorie marxiste n'arrive pas à boucler elle-même, elle est obligée de passer par le prix qui se fixe sur les marchés pour revenir à la valeur, etc. Je ne vais pas revenir. Mais du coup, et c'est là peut-être où il me semble qu'il y a un manque aussi là, à ce niveau-là dans le texte sur la valeur d'échange, mais quelle autre théorie de la valeur d'échange on a? Et ça, tu ne les abordes pas. Tu n'abordes que la théorie marxiste pour nous dire que finalement, elle ne tient pas trop la route, mais et les autres théories de la valeur d'échange. La théorie standard n'est pas abordée, notamment. Et alors, tu abordes en revanche la question de la détermination sociale de la valeur d'échange, de la force de travail, hein, du travail, mais qui a été déplacé vers la force de travail dans la théorie économique marxiste. Donc, à travers la question du living wage, notamment, qui lui donne, qui pourrait lui donner sens, ou enfin, qui pourrait l'opérationnaliser, je dirais même, d'accord. Mais quid, parce que le living wage, c'est vraiment pour les salaires les plus bas, mais quid pour le reste? Et quid pour la hiérarchie des salaires? Est-ce qu'on peut avoir une détermination sociale des autres salaires, à part les salaires les plus bas, les salaires de subsistance? Et donc ça m'envoie à ma dernière partie sur l'articulation des différentes dimensions. Un premier problème qui se pose, c'est l'articulation entre la valeur d'usage et la valeur d'échange.
ou plus précisément du fait que la seconde est déconnectée de la première. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, un des problèmes qui est soulevé alors par un auteur que tu cites, par exemple, prenons David Graeber sur les bullshitters. Il dit, c'est quand même, c'est incroyable, il y a beaucoup d'emplois et donc d'activités professionnelles et donc de travail dont l'utilité sociale est faible, voire nulle, voire même négative, et qui sont à la fois très bien payés. Donc là, c'est vraiment la dichotomie vraiment très forte entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et puis, il y a tous les débats sur lesquels finalement, tu reviens pas trop dans le texte, mais qui était le point de départ de ton intervention orale, c'est sur les premiers de corvée ou sur les secondines, etc. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, on a été reposé le débat, mais de dire il y a des gens dont l'utilité sociale est très forte et la rémunération est très faible et il y a un écart qui est insupportable. Alors ça nous renvoie d'un point de vue un peu théorique aussi de dire mais comment se détermine l'utilité sociale et plus largement comment penser l'articulation entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et il me semble donc il y a trois paradigmes en fait. Trois paradigmes, t'esquisses un peu les deux premiers, mais tu ne parles pas du tout du troisième. Alors, il y a le paradigme de la valeur travail, je ne vais pas y revenir dessus, mais qui est le paradigme de la théorie substantielle de la valeur, et d'abord qui donne la primauté à la valeur d'échange. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, me semble-t-il, chez Marx sur la valeur d'usage. Les valeurs d'usage, c'est l'autre dimension de la marchandise, mais ce qui détermine la valeur, d'ailleurs Marx le dit quelque part, fondamentalement la valeur, c'est la valeur d'échange. Et c'est une théorie substantielle de la valeur. C'est-à-dire, et là je reprends la terminologie d'Orléans, il dit qui repose sur l'hypothèse d'une substance ou qualité qui confère au bien une valeur intrinsèque. Et c'est la Zwerk, la substance, en allemand, chez Marx. Mais dans cette théorie, l'articulation entre valeur d'échange et valeur d'usage est pas très immédiate, je dirais. Notamment la question de l'utilité sociale aussi n'est pas vraiment posée, je dirais. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la détermination sociale. Le paradigme de la détermination sociale, il se situe à la fois sur un plan positif et sur un plan tout aussi bien normatif. En fait. Et ce paradigme de la détermination sociale, je pense que ce qui pourrait lui donner sens, c'est aussi, je prendrais une formulation de Orléans, sur la valeur n'est pas dans les objets, elle est une production collective qui permet la vie en commun. Elle est la nature d'une institution. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que les sociétés peuvent avoir des conceptions du bien, du bon et du beau, je devrais ajouter, qui relèvent de valeurs, au sens sociologique du terme, qui ne sont pas des valeurs marchandes, en fait. Et ces valeurs déterminent l'utilité sociale ou commune qui doit fonder objectivement les valeurs d'usage. C'est-à-dire, une cantate de Bach, c'est quelque chose de beaucoup plus valorisable que peut-être un morceau de rap, ou que quelqu'un qui sauve des vies comme un toubib, c'est quelqu'un de beaucoup plus valorisable que quelqu'un qui fait de la spéculation financière, etc. Donc, on a des conceptions de l'utilité sociale, qui devraient fonder un peu notre appréciation aussi de la valeur d'usage de ce qui est produit par ces travaux. Et la valeur d'échange du travail devrait refléter dans une certaine mesure cette hiérarchie des valeurs d'usage renvoyant à l'utilité sociale. Et ça renvoie, et là je renvoie vraiment au texte très stimulant de Rachel Silvera, qu'elle a fait dans le cadre de l'économie de la CGT, sur les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Elle reprend dans ce texte une conférence de Macron, ce qu'il avait dit dans la conférence de Macron, mais ça c'est une citation qui est tirée de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si on veut opérationnaliser ça, il faut être dans le paradigme de la détermination sociale et donc de se référer à certaines valeurs qui vont déterminer ce qu'on appelle l'utilité commune et à partir de là, on devrait établir les distinctions sociales, dont les distinctions de rémunération. Mais il y a un troisième paradigme, qui est le paradigme de la valeur marchande étendue.
Alors, ce paradigme de la valeur marchande étendu, il part du paradigme économique standard. Alors, là, la grande différence avec le paradigme précédent, c'est que la valeur d'usage n'est que l'agrégation des utilités individuelles. Donc là, on part d'une conception complètement décentralisée, alors qu'on avait une conception holiste, finalement, dans la conception de la détermination sociale. Alors on a une conception complètement individualiste. Il n'y a pas d'utilité autre sociale que l'agrégation des utilités individuelles. C'est ça qui va déterminer le côté de la demande sur les marchés des biens et services. Et la valeur d'échange du travail, finalement, elle va résulter à la fois de l'utilité, de la rareté, etc. Mais au total, elle va être déterminée par la productivité marginale. Donc, on connaît tous nos cours de micro de première année. Mais derrière ça, il y a l'idée que quoi? C'est que chacun va recevoir, selon sa contribution à la création de richesses collectives. D'accord? Et cette richesse collective, elle découle aussi de l'utilité sociale, au sens de l'utilité que les individus accordent à tel bien et service. Et elle assure à la fois la justice commutative et la justice distributive. Je renvoie au texte fondamental, l'apport fondamental de John Bates Clark là-dessus. Bon. Mais il peut y avoir, et la théorie standard étendue conçoit très bien qu'il peut y avoir des écarts importants entre la valeur d'échange qui va renvoyer à la rémunération des individus et l'utilité sociale des individus, même dans le cadre de sa propre conception. Et ces écarts peuvent résulter d'externalités positives ou négatives du travail ou de l'activité professionnelle considérée, et ou du pouvoir de marché qu'ont certains travailleurs qui distordent les mécanismes de marché qui vont faire qu'ils sont payés plus que leur productivité. De même que d'autres sont payés moins que leur productivité, ils sont exploités au sens de la théorie classique du terme. Et c'est notamment à cet argument que se réfère, pas seulement, mais se réfère Graeber. Parce qu'il donne des exemples. Graeber, il compare les rémunérations et l'utilité sociale des différentes professions, parce qu'on pourrait dire, oui, mais à quel titre il dit qu'un tel, c'est un bullshit job, que son utilité sociale est non. Il dit non. Il s'appuie sur des évaluations en disant, ben voilà, si je prends les financiers, par exemple, quelqu'un qui travaille dans la finance, pour chaque livre, parce qu'il se réfère à une étude anglaise, de valeur financière créée, il détruit 7 livres de valeur sociale. C'est-à-dire qu'il détruit des emplois, etc. On estime 7 livres, etc. Et il se repose sur des travaux économiques, notamment des travaux économiques qu'il cite, j'en mets 2 ici, et des travaux menés par notamment le deuxième, par des gens qui sont purement néoclassiques, etc. Donc, on a des travaux économiques qui essayent de déterminer quel est l'apport véritable en termes de productivité sociale et d'utilité sociale des différentes activités professionnelles, et qui essaye de comparer ça à la rémunération et qui dit, ben non, il y a un écart en plus ou en moins, en mobilisant la boîte à outils des Et ça débouche sur quoi? Ça débouche aussi sur une théorie de la justice qui dit que on doit corriger les écarts potentiels entre la valeur d'échange, la rémunération et l'utilité sociale, telle qu'on la conçoit dans cette théorie, qui résulte de l'externalité ou des pouvoirs de marché, et cette théorie permet de fonder la taxation et la redistribution sur d'autres principes complémentaires que d'autres principes qui peuvent fonder voilà. Et là je renvoie à Gregory Mankiw, dans un texte qui est limpide d'ailleurs, pas du tout technique, qu'il a publié il y a, j'ai pas mis la date, mais c'était en 2010, je crois, sur la théorie du mérite, et on dit, voilà, on peut fonder la taxation sur des principes objectifs de réduire les écarts entre l'utilité sociale des personnes et leur rémunération à partir d'une mesure de soit des distorsions de marché, soit des externalités négatives ou positives qu'entraîne leur activité professionnelle. Alors dans la pratique, parce que tout ça c'est théorique, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Comment sont déterminés les salaires, les valeurs les rémunérations dans la pratique? Il y a une partie des rémunérations qui sont déterminées par une logique qui est proche du paradigme de la valeur marchande de base. Il y a beaucoup de métiers qui sont rémunérés selon le marché qui est fixé par la rémunération qui est fixée sur le marché du travail.
Pour un nombre assez limité d'activités professionnelles, en fait, on est déjà dans le paradigme de la valeur marchande étendue. C'est-à-dire que l'État intervient pour dire telle profession, son activité, son travail, son activité professionnelle produit des externalités positives et à ce titre, je vais compléter sa rémunération par une rémunération socialisée au titre de ces externalités positives. Par exemple, c'est la logique de subvention aux agriculteurs, et là on est dans le paradigme de la marchande étendue. Et puis, pour tout ce qui est les services non marchands, enseignement notamment basique, de enseignement, santé, justice, armée, on est dans le paradigme de la détermination sociale. La rémunération n'est pas un prix marchand, ce n'est pas un salaire, et d'ailleurs tout le vocabulaire n'est pas neutre, on parle de traitement, on parle d'indemnité, donc on ne parle pas de salaire, on n'est pas dans le cadre de la valeur d'échange sur le marché du travail. En fait, ce concept n'a plus de sens pour ce travail-là. Leur détermination ne doit pas se déterminer sur le marché du travail, aussi parce que, justement, ce qui se pose le problème, c'est qu'il y a une déconnexion entre la valeur d'usage qui est parfois incommensurable. Quand on sauve des vies, comment mesurer cette valeur d'usage, en fait? C'est infini, ça n'a pas de valeur. Bon. Et donc, ça n'a pas de valeur d'usage, et du coup, il faut déterminer socialement la rémunération de ça. Mais la rémunération n'est pas conçue, je renvoie aussi aux travaux de Saglio, etc., parce que le paradigme initial, il est né dans la rémunération des militaires. La rémunération n'est pas conçue du tout dans une conception de valeur d'échange, et vous recevez en fonction de ce que vous produisez et de la valeur d'usage que l'on donne à ce que vous produisez. Alors, évidemment, il y a eu des tensions croissantes. Si on prend le paradigme de la détermination sociale et concrètement comme il est mis en œuvre dans la fonction publique, mais on a assisté ces dernières années aux tensions croissantes par rapport à celle du privé. Or, les deux sphères ne sont pas complètement étanches. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une détermination sociale, uniquement sociale, sans tenir compte du marché du travail, pour rémunérer des gens qui ont l'alternative entre aller vers le public ou aller vers le privé et qui vont se comparer. Et pourquoi ils se comparent de plus en plus? Parce que là, et c'est là qu'on arrive à une autre articulation qui est celle entre la valeur intrinsèque du travail et sa valeur d'échange, c'est que la logique compensatrice du vocationnel liée à la forte utilité sociale des métiers du public. Quand vous êtes to bip, c'est pas parce que vous êtes bien payé que vous êtes to bip, c'est parce que vous avez la vocation de ce que vous faites, ça. De même que quand vous êtes enseignant, etc. D'accord? Et à un moment donné, la détermination sociale, elle joue sur cette compensation. Il y a du vocationnel, etc. Donc, vous ne faites pas attention à votre rémunération. Bon. Mais à un moment donné, les individus considèrent que ça ne compense plus et que cette logique de l'échange et de la valeur marchande de leur travail, qui n'était pas leur logique de raisonnement, devient leur logique de raisonnement. D'accord. Et ça, alors je renverrai aussi un autre deuxième page de publicité. Je renverrai un autre travail passé trop sous les radars, mais je pense que c'est très bien les travaux qu'on avait fait avec Locat et consorts sur bien ou mal payé, etc. Où on montre en fait comment, au cours du temps, le malaise de la fonction publique et de la rémunération de la fonction publique est devenu croissant. Alors, pour finir, c'était un peu long, mais pour finir sur les théories de la fin du travail que tu as évoquées pour conclure aussi, de Rifkin et de la fin de l'emploi de Stigler. L'achèvement du dépassement du paradigme de la valeur marchande et de la généralisation du paradigme de la détermination sociale, ou aller dans ce sens-là. Alors, comme tu l'as dit, mais en gros chez les deux, même s'il y a des différences, etc., mais un peu commun aux deux, c'est que finalement la production marchande va être prise en charge par l'automation, ce qui relève aujourd'hui de la promotion marchande. Et donc, je dirais la valeur d'échange du travail va s'éteindre d'elle-même parce qu'il n'y aura plus de demande sur le marché du travail, parce que le marché du travail lui-même va s'éteindre de lui-même. Donc la valeur d'échange disparaît. Pour autant, il va rester tout un tas d'activités que l'on peut qualifier de travail
mais qui ne relèvent plus de la sphère marchande du travail. On va se replier sur la sphère non marchande. Et dans cette sphère non marchande, c'est vraiment la valeur d'usage au sens de contribution à l'utilité sociale qui va devoir déterminer la rémunération. Et donc, c'est un peu ça, l'horizon que nous tracent les deux auteurs. Alors, tu as justement dit, oui, mais pour le moment, on ne voit pas trop. L'automation, on en parle beaucoup, etc. Les ordinateurs, on les voit partout, comme dirait Solo, mais on voit encore beaucoup d'individus qui travaillent. Mais même avant ça, et là j'irais plutôt du côté de Stigler et des gens dans la mouvance de Stigler, je dirais, et notamment tous les théoriciens du capitalisme cognitif, en fait. C'est intéressant ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, même si aujourd'hui subsiste une forte sphère marchande et que cette sphère marchande ne va pas disparaître, peut-être, le problème, c'est que la productivité est de plus en plus collective et non pas individuelle. Et ça pose un problème pour aussi la détermination de la valeur d'échange. Parce que dans la conception basique de la valeur d'échange, au sens du paradigme marchand basique, chacun est payé à sa productivité marginale individuelle. Et on peut individualiser les productivités marginales. À partir du moment où on est dans un capitalisme cognitif, alors c'était déjà le vrai avant, c'est très difficile de dissocier qu'est-ce qui était individuel, qu'est-ce qui était collectif. Mais ça le devient de plus en plus dans le capitalisme collectif. D'accord? Et parce que, voilà, toutes les idées, je revois. Et du coup, à partir du moment où il est de plus en plus difficile d'individualiser les productivités, il faut penser en termes aussi de détermination sociale. Et donc le dépassement, il peut, je dirais, se mettre en œuvre avant même que ne disparaissent les emplois par l'automatisation, etc. Et d'ailleurs, dans ce capitalisme cognitif, il y a beaucoup de réflexions sur les communs et une réflexion pour fonder aussi théoriquement le revenu de base. Et qui là, ce revenu de base n'est pas fondé sur le panier de biens, etc., comme dans le living wage, mais de dire, mais comme tout le monde profite, le simple fait d'être là même, vous contribuez quand même à de la création d'utilité collective, de l'utilité sociale, de la richesse collective, etc. Et du coup, vous avez droit à une part de cette richesse collective. Et donc, c'est toute la logique aussi du revenu de base. Alors, voilà, et je finirai là-dessus. Et finalement, ce qui nous est dit à travers ces auteurs et à travers d'autres, et ce qui est le leitmotiv aussi de Méda et tout ça, c'est de dire, tout ça s'inscrit quand même dans toutes les pensées du réencastrement, en fait, de dire, voilà, il y a eu un moment de désencastrement d'économie, et ce moment de désencastrement de l'économie, ça a été aussi le moment du travail au sens de la valeur aussi d'échange du travail. Le travail, finalement, c'est quoi? C'est un principe d'imputabilité de la richesse collective créée. C'est ça le travail. C'est identifier qu'il y a du travail, c'est identifier le fait que des gens contribuent à de la création de richesse, de la création d'utilité, et que ceci donne droit à une part de cette richesse et de cette valeur. Alors, que cette imputabilité soit sociale ou que cette imputabilité soit marchande, voilà. Mais avec la marchandisation, avec le désencastrement, cette valeur d'échange du travail est devenue dominante, c'est ce que nous décrit Marx finalement, cette valeur d'échange est devenue première. Elle a pris le pas sur des déterminations sociales de la valeur du travail et elle a même corrompu la valeur ontologique du travail. On peut le dire comme ça. Et du coup, toutes ces pensées, c'est le réencastrement, le retour à la philosophie grecque et chrétienne. Et là, peut-être qu'il y a le dépassement que promet Jacques, puisque dans le dépassement marxiste, ou alors, on ne peut pas dire, mais bon, que Platon dans la République, Aristophane dans Plutos, ou chrétienne chez saint Thomas d'Aquin, même si c'est moins bon. Mais il y a cette idée-là, finalement, c'est qu'il y a un ordre social qui prévaut et que la hiérarchie des richesses est donnée notamment par le marché, par les valeurs d'usage du travail, ne peut en aucun cas fonder la société et fonder la distinction sociale. Bon, mais je m'arrête là.
Merci de votre attention, j'étais un peu bon.